Bonjour tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, nous continuons le chapitre 2. Avant de commencer, je voudrais bien faire un petit retour en arrière pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, on a vu la dernière fois, au début, enfin, la fin de la première partie du chapitre 2, que Einstein avait donné à la lumière un autre comportement, en plus du comportement ondulatoire qu'on lui connaissait à la mécanique classique. Donc, il lui a attribué un comportement corpusculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va dire que en plus d'être une onde, la lumière peut aussi, elle est formée aussi par des grains de lumière, qu'il appelle ça grains de lumière ou grains ou photons. Donc, lorsque la lumière se déplace, donc il va se déplacer comme une onde et les photons qui la constituent se déplacent en transportant chaque photon va transporter une quantité d'énergie, appelée quanta. Donc, quanta, ça veut dire, ça vient de quantité. Alors, cette quantité d'énergie, elle sera égale à H fois nu. H, c'est la constante de Planck et nu, c'est la fréquence de la lumière. Et nous avons vu également comment cette notion de quanta d'énergie a pu expliquer, a donné à l'effet photoélectrique une explication, sachant que ce modèle-là, l'effet photoélectrique est resté longtemps sans explication parce que la mécanique classique ne le permettait pas. Donc, ensuite, Bohr va aussi s'inspirer de cette théorie de quanta pour améliorer le modèle de Bohr, de Rutherford, pardon. Donc, pour cela, il va introduire deux postulats. Alors, dans le premier postulat, il va supposer que l'électron ne peut tourner ou graviter autour du noyau que dans certaines orbites permises. C'est-à-dire que lorsque l'électron va tourner autour du noyau, il ne se trouvera que sur certaines orbites bien déterminées. Alors, ça veut dire, je vais vous expliquer ça comme ça, vous verrez ça mieux avec cette diapo. Donc, vous avez ici le noyau. Donc, là, on est d'accord, on ne parle que de l'atome d'hydrogène. Donc, vous avez ici le noyau chargé plus E. Et l'électron ne se trouvera que sur certaines orbites bien privilégiées ou bien précises. Donc, sachant que lorsque l'électron fait un mouvement circulaire, n'importe quelle particule, lorsqu'elle va tourner, elle aura un moment cinétique. Donc, d'après le postulat de Bohr, donc le moment cinétique, si l'électron ne se trouve que sur certaines orbites, ça veut dire que le moment cinétique, il est quantifié, comme l'énergie. Donc, il va dire que MVR égale à NH sur 2pi. Donc, ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que lorsque l'électron est sur une orbite, il a une énergie. Alors, lorsque par exemple, ici, l'électron se trouve sur une orbite, par exemple celle-ci, il aura une énergie. Lorsqu'il se trouve sur cette orbite-là, il aura une autre valeur d'énergie parce qu'on a dit tout à l'heure que l'énergie est quantifiée. Donc, chaque fois qu'il se trouve sur une orbite, parce que chaque orbite aura une valeur d'énergie différente de l'autre. Alors, le passage d'un niveau d'une orbite à une autre va se faire va s'accompagner, si vous voulez, de l'émission ou absorption d'une quantité d'énergie. Alors, cette quantité d'énergie, elle serait égale à H nu. Donc, lorsque l'électron se déplace d'un niveau vers un autre, donc on va récapituler. Donc, on a dit l'électron se trouve, donc je vais résumer les deux postulats. Lorsque l'électron ne peut se trouver que sur certaines orbites circulaires.
Donc, ceci va impliquer le fait que le moment cinétique est quantifié. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque l'électron passe d'une orbite à une autre, il y aurait un rayonnement. Donc, ou bien une émission, ou bien une absorption. Donc, ça veut dire que le passage de l'électron d'un état F vers un état I va se faire avec un échange d'énergie égal à h nu. Et ce h nu, il est égal à la différence des énergies entre l'état final et l'état initial. Ici, on le met en valeur absolue parce qu'on peut avoir des valeurs négatives ou des valeurs positives selon que l'électron se déplace d'un niveau moins énergétique vers un niveau plus énergétique ou l'inverse, d'un niveau plus énergétique vers un niveau moins énergétique. Donc, il y a ou bien émission ou bien absorption selon que l'électron se déplace d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur ou l'inverse. Alors, donc maintenant, on va expliquer ces deux postulats. Donc, le fait que l'électron se trouve sur des orbites bien précises, ça veut dire que dans l'atome d'hydrogène, l'électron n'a accès qu'à un certain niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir toutes les énergies. Ça veut dire que l'énergie n'est pas continue. C'est-à-dire qu'il n'a que certaines valeurs d'énergie. Donc, on dit que l'énergie est quantifiée. Donc, le fait que l'électron ne peut avoir que ne peut se trouver que sur certaines orbites, ceci implique qu'il ne peut avoir que certaines valeurs d'énergie et donc son énergie est quantifiée. Donc ainsi, c'est pour ça que lorsqu'il fait un saut d'un niveau vers un autre niveau, ceci va entraîner l'absorption d'une longueur d'onde particulière. Alors, ça veut dire que le déplacement de l'électron d'un niveau vers un autre, chaque fois que l'électron se déplace, ceci va se faire avec échange d'énergie h nu. D'accord? Et donc, si on compte tous les sauts de l'électron, donc on va obtenir, si vous voulez, un spectre de raies de l'atome d'hydrogène. C'est comme ça qu'on va obtenir un spectre de l'atome d'hydrogène, parce qu'on a vu au début du chapitre comment on obtenait un spectre. C'est-à-dire que chaque fois que l'électron se déplace, je vais vous montrer ça sur cette figure, c'est plus clair. Alors, on a dit l'électron se trouve sur certaines orbites bien privilégiées, c'est-à-dire bien précises. Donc, il va se trouver ou bien sur ce niveau-là, ou bien là, ou bien là, ou bien là. On a dit, donc, puisqu'il ne se trouvera que sur ces niveaux-là, ça veut dire que son énergie est quantifiée, son moment cinétique est quantifié, et donc, par suite, son énergie est quantifiée. Le passage d'un niveau vers un autre niveau va se faire avec émission ou absorption d'énergie, selon que l'électron passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur ou l'inverse. Donc, ce passage d'un niveau vers un autre se fait avec échange d'une énergie h nu. C'est-à-dire que h nu, ça veut dire hc sur lambda. Donc, le passage, chaque fois que l'électron va se déplacer, on va enregistrer une longueur d'onde. Donc, l'ensemble de ces déplacements va nous donner un spectre comme ça de façon discontinue. Pourquoi? On a dit parce que l'énergie, elle est quantifiée. Et il n'y a pas de continuité dans l'énergie. Donc, c'est pour ça que les longueurs d'onde aussi sont quantifiées. Donc, c'est pour ça, ce postulat-là va expliquer en quelque sorte le fait que le spectre de l'hydrogène n'est pas continu. C'est parce que l'énergie, en fait, elle n'est pas continue non plus. D'accord? Alors, le deuxième problème posé par Rutherford, le modèle de Rutherford, c'est le fait que le rayon, l'électron, à force de tourner autour du noyau, il pouvait s'écraser sur le noyau. Donc, pour corriger ce problème, Bohr va proposer deux contraintes à l'électron. C'est-à-dire que l'électron, lorsqu'il est sur une orbite, il n'y aura pas de rayonnement. On dit qu'il est dans un état stable ou stationnaire. C'est-à-dire que lorsque l'électron se trouve sur cette orbite,
ou bien cette orbite, ou bien cette orbite, il aura l'énergie qui correspond à l'orbite sans qu'il y ait de rayonnement. Il n'y a pas de rayonnement. Donc, on dit qu'il est dans un état stationnaire. Maintenant, il y aura un rayonnement ou absorption ou émission si l'électron passe d'un niveau vers un autre niveau. Alors, oui, donc il n'y aura pas de rayonnement. Il n'y aurait de rayonnement que lorsque l'électron va changer d'orbite. Donc voilà, donc ça résume un peu. Donc, on a vu les deux postulats. Maintenant, on va donner un résumé. Donc, en fonction de ces postulats, donc il a pu établir 4 hypothèses. Alors, les 4 hypothèses de Bohr sont les suivantes. Bien sûr, il a conservé le fait que l'électron effectue un mouvement circulaire autour du noyau. Parce qu'il en a dit là, il n'a pas complètement abandonné le modèle du Rutherford, il l'a modifié en gardant cette notion du fait que l'électron ayant une masse m va se déplacer autour du noyau avec selon une trajectoire circulaire de rayon R. Alors, donc la première hypothèse, c'est le fait que l'électron ne peut se trouver que sur des orbites privilégiées. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on donnait au mouvement circulaire. Donc, elle se trouve sur des orbites stationnaires. C'est-à-dire, il ne se trouvera pas entre deux orbites, ici ou là. C'est-à-dire, puisqu'il a une énergie discontinue, donc il ne peut avoir que certaines valeurs de l'énergie qui correspondent à l'orbite sur laquelle il se trouve. Deuxième hypothèse, lorsque l'électron passe d'un niveau à un autre niveau, il émet ou absorbe de l'énergie. L'énergie absorbée, elle est égale à H nu et elle est égale aussi à la différence d'énergie entre le niveau initial sur lequel se trouvait l'électron et la différence entre l'énergie du niveau initial et l'énergie du niveau final sur lequel arrive l'électron. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, on donne l'énergie en valeur absolue parce que il peut y avoir une émission, c'est-à-dire que l'électron passe d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, donc non, pardon, l'émission, c'est le niveau supérieur vers le niveau inférieur, c'est-à-dire qu'il va libérer de l'énergie. Et absorption, pour passer d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, il faudra lui donner de l'énergie, donc il va absorber de l'énergie pour y aller. Donc ça, c'est pour ça qu'on met ici. Donc ici, H nu, elle peut avoir une valeur négative ou positive selon où se trouve l'état final et l'état initial. La troisième hypothèse, c'est la quantification du moment cinétique. Alors, le moment cinétique de l'électron, comme l'énergie, ne peut prendre que certaines valeurs entières. Donc, MVR égale à NH sur 2pi. On a dit tout à l'heure parce qu'on a supposé, dans le postulat, on dit que l'électron se trouve sur des orbites bien précises et donc son moment cinétique, il est aussi quantifié. Donc, la quatrième hypothèse, c'est qu'en absence d'une excitation, c'est-à-dire si on n'excite pas l'électron, on ne lui apporte pas de l'énergie, l'électron va se trouver sur le niveau le plus bas en énergie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Donc, voilà les 4 hypothèses de Bohr. Maintenant, on va utiliser ces hypothèses pour donner l'expression de l'énergie et du rayon de l'atome de Bohr. Alors, toujours, on revient sur ce qu'on avait fait dans les calculs de Rutherford. Donc, ici, c'est la quantification de l'énergie. Donc, si on élève cette expression, on sort V, donc V égale à NH sur 2pi mR. Si on élève cette expression de V au carré, donc on aura V au carré égale à N carré, H carré, 4pi carré, M au carré, R au carré. D'après ce qu'on a vu plus loin, c'est-à-dire dans le modèle de Rutherford, on avait dit mv2 sur R était égal à ça. Donc E carré sur 4pi epsilon 0, 1 sur R au carré.
Donc, on remplace mv2 sur R par sa valeur, V2 ici par la valeur, et on obtient, et on fait cette égalité. Donc, de ça, on va sortir, on va déduire la valeur du rayon, l'expression du rayon. Donc, le rayon, il est égal à h carré epsilon 0, pi sur pi m carré, e carré, n au carré. Alors, si vous regardez le rayon, on voit qu'il est aussi qu'il est fonction de n. Donc, on dit que le rayon, ça c'est le rayon de bord, et on dit qu'il est quantifié, c'est-à-dire qu'il va également dépendre de R. Alors, on a vu l'expression de l'énergie, également E carré 8 pi epsilon 0 R. Alors, si on remplace l'expression de R ici dans l'expression de l'énergie, donc on obtient E égale, donc si vous faites le calcul, vous trouvez E égale à moins 13,6, 1 sur N carré. N, bien sûr, il appartient à N étoiles, c'est-à-dire il est entier, il est différent de zéro. Donc, l'énergie comme le rayon sont quantifiés. Donc, ils dépendent de la valeur de N. Ça, c'est moins 13,6, c'est en électron-volts. Alors, si on peut donc obtenir la valeur, le rayon, lorsque n égale à 1, donc on peut déterminer l'énergie en fonction de n. Donc, si n égale à 1, donc il y aura pour chaque valeur de n, il y aurait un rayon et une énergie bien précise, c'est-à-dire il y aurait une orbite de rayon R et à cette orbite-là va correspondre une énergie En. Donc, si n égale à 1, alors n égale à 1, on l'appelle l'état fondamental. À ce moment-là, le rayon il est de 0,529 angstrom et l'énergie elle est de moins 13,6 électronvolts. Donc ça, c'est l'état fondamental. Si n égale à 2, donc ça, c'est le premier état excité, c'est-à-dire l'électron passe d'un niveau d'énergie inférieur vers un niveau d'énergie supérieur. Donc on l'appelle, on dit c'est le niveau, le premier état excité. Donc, le premier état excité, l'orbite, elle a un rayon R2 égale à 4 R1 et E2 égale à E1 sur 4, en valeur négative, bien sûr, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on sait, on a vu donc les différentes donc, les hypothèses de Bohr, comment Bohr va corriger le modèle de Rutherford pour un peu répondre ou s'approcher un peu des constatations ou des résultats expérimentaux. Alors maintenant, on va revenir sur la notion d'absorption ou émission d'énergie. Donc, on a dit tout à l'heure, donc l'électron se trouve sur des orbites. Donc, on va résumer un peu le modèle de Bohr. Donc, lorsque l'électron se trouve sur une orbite bien précise, il va pas rayonner, il va ni émettre ni absorber de l'énergie. Chaque orbite est caractérisée et quantifiée, c'est-à-dire chaque orbite aura une valeur d'énergie et donc qui dépend de n. Lorsque l'électron se déplace, il va émettre ou absorber de l'énergie. Et lorsqu'il est à l'état, en absence d'une excitation, l'électron va se trouver sur l'état n égale à 1, qu'on appelle état fondamental. Donc, quand est-ce qu'il y a absorption ou émission? Donc, on a dit tout à l'heure, donc les échanges d'énergie de l'électron vont se faire dans deux sens. Alors, lorsque l'électron va passer d'un niveau inférieur vers un niveau M supérieur. C'est ce que vous voyez ici en vert. Alors, pour passer d'un niveau moins énergétique vers un niveau énergétique, c'est un choix qui n'est pas, que l'électron ne va pas prendre tout seul. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'énergie pour qu'il fasse ce déplacement. Donc, il va absorber de l'énergie. Donc, il va passer d'un niveau N moins énergétique vers un niveau M plus énergétique en absorbant une énergie. Et cette valeur d'énergie, elle est égale à H nu, c'est égal à la différence d'énergie du niveau M vers moins la différence d'énergie à l'état non, initial, donc oui, ce final, c'est celui-là, donc M, moins En. Et tout ça, donc, on l'exprime comme ça en valeur absolue, comme on a vu tout à l'heure. Ici, par exemple, vous avez, donc on exprime toujours la différence d'énergie en valeur absolue.
pour éviter le signe moins ici. L'émission, par contre, lorsque l'électron se déplace d'un niveau plus énergétique vers un niveau moins énergétique, ici, il va avoir une énergie supplémentaire, excédentaire, et ici, pour revenir sur l'état moins énergétique, il va devoir libérer cette énergie sous forme de rayonnement. Et cette valeur de rayonnement émis, ou cette énergie émise, elle est égale aussi à delta E, égale à EF moins EI. Donc, lorsqu'un électron passe d'un niveau N à un niveau M supérieur, il absorbe une radiation de fréquence nue, donc on la détermine à partir de la relation EM moins EN égale à H nu. Dans le cas de l'émission, l'électron passe d'un niveau M supérieur vers un niveau inférieur et ce passage va se faire avec une émission de radiation égale à H nu. Alors ici, nous connaissons que les rayonnements, donc le rayonnement lumineux, sont caractérisés, puisque ce sont des ondes, donc on va leur attribuer une fréquence égale à C sur lambda. C, c'est la vitesse de la lumière et lambda, c'est la longueur d'onde. Alors cette onde est caractérisée par sa longueur d'onde lambda et son nombre d'ondes. On appelle sigma le nombre d'ondes égal à 1 sur lambda. Donc, on définit donc l'onde, elle a un caractère bien sûr ondulatoire comme on a vu avant. Donc, cette longueur d'onde, donc elle a une fréquence, une longueur d'onde et un nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est égal à 1 sur lambda. Donc, lorsqu'on vous demande quel est le nombre d'ondes d'une radiation, c'est 1 sur lambda. Alors, on peut déterminer, par exemple, maintenant, quelle est la valeur de sigma. Alors, sigma égale à 1 sur lambda est égal à nu sur C. Et nu, c'est quoi? C'est EM moins EN sur H, d'après l'hypothèse de Bohr. Donc, si vous suivez le raisonnement des calculs, si vous remplacez EM par 1 sur N carré moins par sa valeur qu'on a définie tout à l'heure de l'énergie, alors on retrouve la formule de Ritz. La formule de Ritz. Alors, on avait dit tout à l'heure, avant, dans le début du chapitre, que cette formule-là était une formule empirique, c'est-à-dire qu'on l'avait déterminée seulement en tâtonnant selon les valeurs de lambda qu'on avait obtenues. Maintenant, vous voyez que on est arrivé à la même formule, mais à partir des hypothèses de Bohr. Donc, on peut dire que la théorie de Bohr, elle est assez cohérente avec l'expérience. Donc, cette constante-là, on va la poser égale à RH et on l'appelle aussi la constante de Rydberg. Donc, avec les calculs ou à l'aide de la théorie de Bohr, on retrouve les résultats expérimentaux. Alors maintenant, on va définir l'énergie de transition. C'est quoi une énergie de transition? Alors, on a vu tout à l'heure, donc c'est l'énergie qui est émise ou absorbée lorsque l'électron passe d'un niveau M vers un niveau N. Alors, selon la théorie de Bohr, on va avoir différentes transitions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition impossible. L'électron peut faire toutes les transitions possibles. Alors, avec la formule de Ritz, on peut calculer les différentes longueurs d'onde de ces transitions. Donc, chaque fois que l'électron va se déplacer, on va enregistrer on peut calculer, si vous voulez, la longueur d'onde qui est issue de cette transition. Et elle va correspondre, bien sûr, sur le spectre, on va le voir sous forme d'une raie. Donc, la formule de Ritz va nous permettre de calculer les différentes longueurs d'onde. Donc, en général, on trouve plusieurs séries de spectres selon l'état où se trouve l'électron. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour mieux. On va revenir sur ce schéma-là. Pardon. Je vais retrouver où il y a les orbites.
Voilà, c'est ce schéma-là que je cherchais. Donc, ici, vous voyez que en fonction de n, il y avait plusieurs trajectoires. Donc, puisque toutes les transitions sont possibles, donc l'électron peut faire une infinité de transitions. Et chaque fois qu'il va passer d'un niveau à un autre, on va enregistrer une longueur d'onde ici, comme ça, avec, sous forme de ray, et c'est ce qui va former le spectre de l'atome d'hydrogène. Voilà, donc, vous voyez, donc, puisque donc, sur le spectre, on va devoir observer une infinité, si vous voulez, de raies. Je reviens ici sur la page sur laquelle on était. On était ici. Donc, on a dit, donc, selon le déplacement ou la transition faite par l'électron, on peut trouver une série le spectre peut contenir des valeurs ou un nombre infini de raies, selon la transition effectuée par l'électron. Alors, donc, pour que ce soit plus clair, on va supposer, on va essayer de regrouper ces transitions ou ces raies en fonction du niveau final. Par exemple, toutes les transitions qui arrivent sur le niveau n égale à 1, on va les regrouper sous forme on appellera série de Lyman. Par exemple, ici, vous avez la transition n égale à 2 vers n égale à 1, n égale à 3 vers n égale à 1, n égale à 5, n égale à, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, de l'infini vers n égale à 1 et de n égale à 2 vers n égale à 1, on appellera ça série de Lyman. Donc, la série de Lyman va être formée par les raies qui arrivent sur le niveau n égale à 1. Donc, toutes les transitions qui vont se déplacer vers n égale à 1, ils seront regroupées dans une série appelée série de Lyman. Ensuite, il y a une autre série, c'est la série de Balmer. Donc, cette série-là va renfermer les raies qui correspondent aux transitions des électrons de tous les niveaux vers le niveau n égale à 2. Donc, toutes les transitions qui s'arrêtent vers les niveaux n égale à 2, ils vont donner des longueurs d'onde et ces longueurs d'onde, on va les regrouper dans une série qu'on appellera série de Balmer. Pour Paschen, ça va être les transitions qui arrivent sur le niveau n égale à 3 et ainsi de suite. Donc cette façon de regrouper les raies, c'est juste une façon si vous voulez, c'est comme si vous faisiez de l'ordre dans vos affaires. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un spectre qui contient une infinité de raies, comme ça, on va les regrouper selon les valeurs de n, où on va les regrouper comme ça en fonction de leur transition. Donc, toutes les règles qui correspondent à la transition n l'infini vers n égale à 1, ils s'appelleront Lyman. Les transitions, les longueurs d'onde qui correspondent aux transitions m égale à l'infini vers n égale à 2 s'appelleraient Balmer. M égale à l'infini, n égale à 3, Paschen, et ainsi de suite. Bracket, Fund, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste une façon si vous voulez, pour plus de lisibilité dans les spectres. Donc l'énergie d'ionisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie d'ionisation? Alors, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron de l'état fondamental vers un état excité, vers un état supérieur. Alors ici, la définition, on définit l'électron, l'énergie de transition par rapport à l'état fondamental, mais évidemment, on peut exciter un électron même s'il n'est pas dans son état fondamental. Par exemple, on peut exciter un électron qui est sur le niveau n égale à 3 et on peut l'envoyer vers l'infini, c'est-à-dire qu'on arrache complètement l'électron à l'atome. Donc, cette énergie-là, donc l'énergie d'ionisation, ça va être E l'infini, donc c'est l'état où arrive l'électron, donc c'est l'infini, c'est-à-dire il va partir, moins l'énergie d'où il est venu, n égale à 1. Donc, E l'infini moins E1. Alors, E l'infini, si vous regardez l'expression de l'énergie, donc c'est moins 13,6 sur n. Donc, c'est n égale à l'infini, donc ça c'est E l'infini égale à 0.
Donc, ça fait moins, donc ça fait plus E1. E1, c'est moins 13,6 sur 1, sur 1 au carré, donc sur 1. Donc, ça fait 13,6. Donc, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est 13,6 électronvolts. Voilà, donc ça c'est l'énergie d'ionisation. Je vous ai dit tout à l'heure que on pouvait aussi ioniser les électrons même s'ils ne sont pas sur l'état fondamental. Par exemple, donc l'énergie qu'on a définie tout à l'heure, c'est l'énergie pour faire passer l'électron de ce niveau n égale à 1 vers l'infini, c'est-à-dire complètement le renvoyer. Et on peut aussi exciter, si l'électron se trouve là ou là, on peut aussi avoir une énergie d'ionisation. Donc ça va être l'énergie initiale, c'est-à-dire là où il se trouve, moins l'énergie, donc E l'infini, parce que puisqu'on va ioniser l'atome, c'est-à-dire l'électron va partir complètement, moins l'énergie de l'électron dans l'état où il était. Donc, je reviens là. Donc, ça, on a parlé de l'énergie d'ionisation. Donc ici, donc les séries, à savoir Lyman, Balmer, Paschen, etc. Donc ça, c'est juste une façon pour ranger les, les raies du spectre de l'hydrogène. Alors ici, nous avons un graphe. Alors ici, nous avons l'état n égale à 1, c'est égal pour l'atome d'hydrogène. Lorsque n égale à 1, l'énergie E1 égale à moins 13,6. L'énergie E2, c'est moins 13,6 sur 4, n au carré, parce que n égale à 2. Lorsque n égale à 3, l'énergie, c'est moins 13,6 sur 9. Lorsque n égale à 4, l'énergie, c'est moins 13,6 sur 16, et ainsi de suite. Et ça, on a représenté ici l'état infini. Donc, lorsqu'il y a absorption, alors ici, donc tous les états, l'état 1, l'état n égale à 1, c'est l'état fondamental. Tous les autres états sont des états excités. C'est-à-dire, si l'atome se trouve sur l'état n égale à 1, on dit qu'il est à l'état fondamental. Lorsqu'il va passer aux états n égale à 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, on dit qu'il est dans un état, il est dans des états excités. D'accord? Alors, on avait défini l'énergie d'ionisation ici en bleu. On a dit c'est l'énergie pour faire passer l'électron de l'état n égale à 1 vers l'état infini. Donc, l'énergie absorbée ou bien l'énergie d'ionisation, ça va être l'énergie à l'état infini moins l'énergie n égale à 1. Donc, ça va être 0 parce que ici, on va diviser ici par l'infini, donc ça va donner 0. Moins 13,6, donc ça fait plus 13,6. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors, lorsque l'électron, ici, on a un schéma d'absorption. Alors, lorsque l'électron passe d'un niveau n égale à 1 vers les niveaux supérieurs, on va dire qu'il va absorber de l'énergie parce que, bien sûr, lui, il ne va pas partir d'un état fondamental moins énergétique vers des états supérieurs en énergie tout seul. Donc, il faut lui donner de l'énergie. Donc, ici, il va absorber de l'énergie pour passer d'un état n égale à 1 vers un autre état supérieur. Et l'énergie absorbée, il serait égale à la différence entre son énergie à l'état final, moins l'énergie à l'état initial, et cette différence-là, elle est égale à H. Donc, la même chose, par contre, lorsque l'électron va revenir d'un état supérieur vers un état inférieur, là, il va libérer, se débarrasser de l'énergie qu'il a en plus, et cette énergie-là serait égale à l'énergie en valeur absolue, égale à l'énergie de son état final, moins l'état initial, elle est également, elle est évidemment égale à H nu aussi. Donc voilà ce qu'on a, donc ce qu'on peut, donc là on a vu les hypothèses de bord et on a vu les résultats qu'on peut avoir avec ces hypothèses de bord. Et tout ce qu'on a vu, c'était relatif à l'atome d'hydrogène. Maintenant, l'étude qu'on a faite pour l'atome d'hydrogène, donc vous avez un noyau plus E et un électron autour du noyau. Maintenant, on va élargir notre étude et on va l'élargir aux atomes, aux hydrogénoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est les hydrogénoïdes? Alors, les hydrogénoïdes, ce sont des ions monoatomiques. C'est-à-dire, monoatomique, ça veut dire qu'ils possèdent un seul électron.
Ici, par exemple, vous avez monoatomique, ça veut dire qu'il possède un seul atome et un seul électron. Parce qu'on a vu que la théorie, elle était valable pour les entités à un seul électron. Donc, ou bien l'hydrogène, ou bien les hydrogénoïdes. Alors, les hydrogénoïdes, donc c'est un atome X avec une charge Z et un nombre de masse A, mais avec une charge, l'atome est chargé avec une charge Z-1. Z-1, ça veut dire que ici, l'électron va avoir un seul, l'ion va avoir un seul électron. Donc, par exemple, on prend par exemple pour l'hélium Z égale à E, le noyau il est chargé plus de E, donc ZE, donc c'est plus de E, et pour que l'hélium soit un hydrogénoïde, il faut que la charge ait un nombre de charges égal à 1, c'est-à-dire Z2 moins 1, ça fait plus. Donc un seul électron. Pour le lithium Z égale à 3, la charge 3E plus 3E du noyau, et le lithium, il a 3 électrons. Donc, pour avoir un seul électron, il doit perdre 2 électrons. Donc, Z-1, donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2 plus. Et ainsi de suite. Alors, on va la même expérience, c'est-à-dire là, on va reprendre la même chose que ce qu'on a fait pour l'atome d'hydrogène. Seulement, ce qui va changer, c'est la charge du noyau. Elle va passer de plus E à plus ZE. Donc, dans les calculs, on va introduire dans l'expression de l'énergie la charge Z du noyau. Et donc, on aura une énergie E, N égale à moins 13,6 Z carré sur N carré. Pour le rayon, la même chose. Donc, on va avoir un rayon égal qui dépend de N évidemment et qui est égal à 0,53 N carré sur Z. Dans l'expression dans la relation de Ritz, on va aussi voir ici l'intervention de la charge Z du noyau. Donc, sigma égale à Z carré RH 1 sur N carré moins 1 sur M au carré. Alors ici, ici je vous conseille toujours de travailler avec les formules, la formule comme ça générale de l'hydrogénoïde. Parce que souvent, lorsque vous avez l'habitude de travailler avec la relation donnée dans le cas de l'hydrogène, c'est-à-dire En égale à moins 13,6 sur N carré, vous perdez l'habitude, si vous voulez, de rajouter le fait que s'il s'agit d'un hydrogénoïde, il faut faire intervenir la valeur de Z. Donc, vous toujours ayez en tête ces formules-là en fonction de Z. Et si jamais et vous regardez, selon le problème ou l'exercice que vous avez, vous regardez l'ion ou l'atome avec lequel vous travaillez. Si c'est l'hydrogène, donc vous mettez Z égale à 1. Si ce n'est pas l'hydrogène, donc vous mettez le Z qui correspond à l'ion qu'on étudie. Donc, il vaut mieux travailler comme ça avec la relation générale et ensuite passer à l'état, si vous voulez, à l'état particulier. Voilà, donc cependant, on va aussi observer pour le modèle de bord, il va aussi connaître des problèmes parce qu'il nous a évidemment, il a connu un succès assez important parce qu'il a pu apporter l'explication ou interpréter les spectres de l'hydrogène, mais ce modèle va se révéler incapable, si vous voulez, d'expliquer certaines choses qui ont une relation avec le spectre toujours. Alors, je m'explique. Alors, on a dit tout à l'heure, donc le spectre discret d'un atome de quelconque n'a pas pu être compris que dans le cadre de la mécanique quantique, décrivant les niveaux d'énergie, etc. Donc, on a vu dans ce qu'on a étudié tout à l'heure, donc ce n'est qu'en tenant compte de la théorie quantique qu'on a pu expliquer, si vous voulez, le spectre discontinu de l'hydrogène. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on avait dit que l'électron se trouvait dans des orbites, que le passage d'une orbite à une autre se fait avec absorption ou émission d'un photon d'énergie h nu, etc. Donc, on est arrivé à l'expression de l'énergie N égale à moins 13,6 Z carré sur N carré. Alors, les radiations émises ou absorbées vont correspondre évidemment aux différentes transitions
des électrons entre un niveau et un autre niveau. Donc ici, vous avez par exemple, ici on a un spectre. Alors, si on peut obtenir par exemple, lorsque l'électron passe d'un état excité vers un état, vers l'état fondamental, alors selon la théorie de Bohr, donc on a vu qu'on peut, cette transition va se faire avec émission d'un rayonnement h nu, qui est égal à l'énergie, à la différence de l'énergie de l'électron dans son état excité, moins l'énergie à l'état fondamental. Alors, ce déplacement, on va le voir dans le spectre sous forme d'une raie. D'accord? Le problème que donc ça, c'est en absence d'un champ magnétique, c'est-à-dire on va observer une raie. Cette même raie, si on place ce spectre dans un champ magnétique, alors on va voir en fait qu'il n'y a pas qu'une seule raie, il y a trois raies. À cette transition-là, va correspondre trois raies. Donc, la théorie de Bohr va rester incapable d'expliquer, si vous voulez, le fait qu'on n'a pas une seule raie, on a trois raies. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Donc, ici, je vais passer si vous voulez voir les explications. Ici, vous avez ces deux diapos où on va expliquer pourquoi, avec les expériences qui ont été pour expliquer avec Sommerfeld, c'est lui qui va essayer de trouver une explication au fait que lorsque on a un champ magnétique, la raie qu'on voyait dans le spectre d'hydrogène, elle devient triple, c'est-à-dire au lieu d'observer une seule raie, on observe trois raies. Donc ici, on va utiliser seulement les résultats. On va dire que selon Sommerfeld, donc ça, on appellera ça le modèle de Sommerfeld. En fait, l'énergie ne dépend pas seulement de n, mais il y aurait d'autres nombres qui vont aussi, dépendre qui vont en quelque sorte duquel va dépendre en quelque sorte les orbites sur lesquelles se trouve l'électron. Donc, on a dit, donc, au lieu que l'électron, donc, on a vu dans l'expression de Bohr que le rayon ne dépendait que de n. Donc, on avait une trajectoire circulaire avec un rayon R, n, et la valeur de n va dépendre, bien sûr, selon la valeur de n, le rayon, il est plus ou moins grand. Maintenant, avec ce problème-là d'effet Zeeman, c'est-à-dire du triplement de la raie de l'atome d'hydrogène, ils ont dit non, en fait, il n'y a pas qu'un seul niveau, c'est-à-dire que l'électron, en passant d'un niveau à un autre, donc il n'y a pas qu'une seule trajectoire, en fait, il y a plusieurs trajectoires. Et ces trajectoires-là, le nombre de trajectoires va dépendre de la valeur de n. Et donc, à la nouvelle trajectoire va dépendre de la valeur d'une valeur qu'on appelle n. C'est aussi, on va l'appeler nombre quantique secondaire. Et ce nombre quantique secondaire, il est défini en fonction de n. Donc, quelle que soit la valeur de n, vous avez L égale, est comprise entre 0 et n-1. Donc, en fonction de la valeur de n, on a une possibilité d'avoir une ou plusieurs orbites, si vous voulez. Donc, à un premier niveau, donc on va comme ça résumer ça. Donc, un premier niveau de quantification concerne les couches électroniques, plus ou moins complètes, pour lesquelles un nombre quantique principal n est attribué. Donc, on a une orbite, et cette orbite-là, elle est caractérisée par un nombre n. Donc, on va dire que ça, donc ça c'est l'orbite, ou on peut appeler ça couche. Donc, à l'intérieur de cette couche-là, elle sera caractérisée par n, la valeur de n. Donc, l'électron peut se trouver sur une couche qui est caractérisée par n. Mais qu'à l'intérieur de cette couche, qui est caractérisée, on peut trouver d'autres sous-couches. C'est-à-dire, l'électron se trouve sur un niveau n,
Et en fait, à l'intérieur de cette couche-là, on va trouver d'autres niveaux d'énergie. Ces niveaux-là seront définis par l'intermédiaire d'un nombre quantique qu'on appelle L, donc associé à la quantification du moment cinétique, c'est-à-dire à la valeur de N. Donc, on va imaginer que dans l'atome, donc l'atome c'est quoi en fait? L'atome c'est une succession de niveaux d'énergie caractérisés par N. Donc, chaque niveau a une énergie qui dépend de N. Et en fait, à l'intérieur de ces niveaux-là, il y a d'autres niveaux. Donc, c'est-à-dire l'électron à l'intérieur d'une couche, il peut se déplacer dans des sous-couches. On appelle ça des sous-couches. C'est pour ça que lorsqu'on place l'électron dans un champ magnétique, on va enregistrer lors de son passage d'un niveau vers un autre niveau, il y aurait trois raies au lieu d'une seule, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule transition, il y a plusieurs possibilités de transition. Donc, donc ça veut dire, donc, Sommerfeld et Bohr vont donner cette explication. Donc, ils vont attribuer, donc, ils vont supposer l'existence d'un autre nombre quantique autre que n, qui dépend évidemment de n et qui serait dû à la présence à l'intérieur de la couche, qu'on appelle couche, d'autres couches, d'autres sous-couches, qu'on appelle sous-couches. Donc, malgré ces modifications, malgré ce qu'on vient de voir, le modèle de Bohr, Sommerfeld, l'attribution d'un nombre quantique secondaire, etc., ça va rester toujours, il y aurait toujours quelques inconvénients au modèle de Bohr. Alors, la première, la chose la plus importante qu'on lui reprochait, c'est le fait de dire que puisque l'énergie est quantifiée, et donc, le moment cinétique est quantifié aussi, ça, parce qu'il avait émis ce postulat, mais que ce postulat était un peu grossier, si vous voulez. La deuxième reproche qu'on fait à Bohr, c'est le fait qu'il appliquait une théorie macroscopique, c'est-à-dire c'est une théorie qui est issue de la mécanique classique, à une particule qui est microscopique, comme l'électron. Donc, parce que on a vu tout à l'heure, il a utilisé la théorie du quanta, mais il a gardé les résultats de Sommerfeld. Donc, il a utilisé, si vous voulez, les résultats de la mécanique classique pour travailler sur des particules microscopiques. Donc, c'était un peu, ça a donné à sa théorie quelques difficultés. Donc, voilà, donc là, comme ça, on termine le chapitre 2. Voilà, donc j'espère que vous allez un peu vous allez comprendre ce qu'on vient de dire. La prochaine fois, on va revenir un peu sur un peu ce qu'on vient de voir. Et comme je vous ai dit la dernière fois, toujours restez travailler régulièrement et à jour avec le cours parce que comme vous voyez, c'est une succession, c'est comme une série. Si vous n'avez pas vu ce qu'on a fait auparavant, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on fait par la suite. Et donc, d'où la nécessité de voir absolument le cours au fur et à mesure que l'on vous donne les vidéos. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.